Je parle très souvent de création de valeur et valeur avec un S et souvent on me pose la question de qu'est-ce que je veux dire par là. Lorsque je réponds d'où ça me vient, en fait c'est venu tout simplement d'une entreprise que j'ai accompagnée en Suisse dont la nouvelle stratégie c'était justement de créer davantage de valeur à leurs clients, sachant qu'ils sont sur un marché où tous les produits et les services qu'ils offraient avaient de moins en moins de valeur, apportaient de moins en moins de valeur ajoutée à leurs clients, donc c'était pour eux stratégiquement important de passer à autre chose. Et du coup, on a travaillé sur cette question de création de valeur et en y réfléchissant avec eux, on s'est rendu compte que ça ne serait possible véritablement de pouvoir exécuter cette stratégie, c'est-à-dire passer d'une somme de PowerPoint à quelque chose qui soit vraiment incarné, exécuté dans la matière, que si ils étaient capables, cette entreprise était capable de créer, de changer la culture pour créer une culture de création de valeur. Et cette culture de création de valeur, elle ne pouvait pas être portée par, il y a des consultants de cette entreprise, par les consultants, enfin ceux qui sont en face-off, qui sont en contact direct avec les clients externes de l'entreprise, mais que si véritablement cette entreprise veut créer de la valeur à l'extérieur, probablement que la meilleure façon, c'est d'incarner elle-même cette valeur. Donc en fait, on voit bien que quand on parle de création de valeur, déjà il faut rajouter un S, parce qu'il y a la question de la valeur que j'apporte au monde, et il y a la question de l'incarnation moi-même de la création de valeur. Donc on est déjà sur deux dimensions, d'où le terme création de valeur avec au pluriel. Et dans cette entreprise, pour continuer, on a tiré le fil et on s'est rendu compte que pour qu'ils aient une chance de faire cette rupture, ce changement de culture vers une culture de création de valeur vers leurs clients externes, ça nécessitait qu'eux-mêmes, au sein de cette entreprise, ils incarnent cette culture de création de valeur à tous les étages, c'est-à-dire à tous les niveaux. Et très concrètement, quel que soit le rôle au sein de l'entreprise, y compris pour des rôles et des activités ou des personnes qui ne sont pas en contact direct avec les clients à l'extérieur, qu'ils soient eux-mêmes dans une posture de création de valeur. Un peu comme si cette entreprise était un écosystème de mini-entreprises ou de micro-entreprises et que chacune de ces micro-entreprises créer de la valeur pour ses clients, qui ne sont pas forcément des clients externes à l'entreprise, qui peuvent être des clients internes à l'entreprise. Prenons par exemple la comptabilité, mais la comptabilité de cette fonction support, quand vous discutez avec le comptable ou même avec la RH dans cette entreprise, à l'époque, vous n'aviez pas l'impression que c'était des gens qui créaient de la valeur aux clients. D'abord, ils ne rencontraient pas les clients à l'extérieur. Et même la terminologie créer de la valeur, pour eux, ça ne voulait rien dire. Ils sont considérés comme des fonctions support. Ils sont même qualifiés encore maintenant d'improductifs. Et donc, ils sont dans un modèle mental où ils n'imaginent même pas qu'ils puissent créer de la valeur. Ce qui est quand même idiot quand on y réfléchit, parce qu'il suffirait de décider d'outsourcer ce comptable ou d'outsourcer cette RH, c'est-à-dire qu'elle soit en dehors de la membrane juridique de l'entreprise, pour que la personne se retrouve dans une situation de micro-entreprise et se poser la question, mais quelle valeur, quelle proposition de valeur j'offre à mes clients, dont le client dans lequel j'étais salarié avant. Donc en fait, on voit bien que c'est une question de posture mentale. Et en fait, rapidement, on est arrivé à développer ce concept de culture créatrice de valeur, où que tous étaient créateurs de valeur au sein de l'entreprise, que ce soit des comptables, des RH, tous les rôles, toutes les activités. Et donc cette entreprise-là, elle se voit comme un écosystème de micro-entrepreneurs qui créent de la valeur pour leurs clients. Et les clients ne sont pas forcément les clients externes à l'entreprise, ça peut être des clients internes à l'entreprise. Et pour réussir ça, eh bien, on a travaillé notamment avec la RH, on aurait travaillé avec la RH pour que cette RH puisse prendre conscience, alors que c'est une grande professionnelle, de sa capacité à créer de la valeur parce qu'elle en doutait. Et on l'a mis en relation avec un autre client que nous avions aussi en Suisse, et cet autre client avait besoin de conseils et d'expertise en RH. Et donc, il a fait appel à elle. Et elle s'est retrouvée un peu choquée. Comment moi, improductif, fonction support, je me retrouve du jour au lendemain à faire une proposition commerciale pour un client externe, une autre société que celle qui m'emploie, dans laquelle je suis salarié. Et donc, je suis bien en posture de créer de la valeur. Et donc, elle a épousé cette nouvelle posture. Pour elle, donc, son regard a changé sur sa façon de voir son travail. Elle s'est trouvée maintenant créatrice de valeur. Et puis, pour les autres au sein de l'entreprise, qui considéraient cette fonction RH comme une fonction support dite improductive, alors qu'en réalité, elle apportait de l'argent comme les autres, avec des vrais clients qui étaient des clients extérieurs. Et c'était comme ça qu'on a commencé à induire cette culture de création de valeur à tous les étages, où chaque employé, dans chacun de ses rôles, se voyait comme un entrepreneur et donc créateur de valeur pour des clients qui peuvent très bien être internes à l'entreprise ou des clients externes à l'entreprise. D'où l'expression création de valeur. Et en y réfléchissant depuis, parce que maintenant ça fait quelques mois déjà qu'on travaille sur ce sujet-là,
je me rends compte que c'est probablement la meilleure façon pour non seulement créer de l'extérieur pour les clients dits externes, parce on crée de la valeur avec un S, au sens que, bien sûr qu'on offre de la valeur ajoutée, mais en plus, on est ce qu'on dit parce qu'on incarne cette création de valeur, puisque au sein de l'entreprise, quels que soient les employés, quels que soient les rôles, tout le monde crée de la valeur pour les uns et pour les autres. La RH, en fait, on pourrait voir, alors que là, ça demande un peu d'assouplir notre modèle mental, on pourrait très bien voir la RH comme une entreprise à part. D'ailleurs, c'est une entreprise à part. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est à part ou pas à part? C'est juste qu'elle est dans une membrane dite juridique, elle fait partie d'une entité, d'une personne morale, d'une société dont elle est salariée. Mais si on fait abstraction comme une fantaisie mentale de cette membrane juridique, qui est probablement nécessaire et qui a une valeur ajoutée, mais pas dans ce sujet qu'on est en train de discuter. Ce n'est pas la membrane juridique qui crée de la valeur, c'est les hommes qui créent de la valeur. Donc si on écarte cette membrane juridique, parce que je me rends compte de plus en plus qu'elle nous limite, en fait, elle est limitante. Si on oublie cette membrane juridique, finalement, si moi j'ai une activité RH, je suis dans le rôle RH dans une entreprise, que je sois au sein de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, ça ne change rien. Dans tous les cas de figure, je suis mon propre patron d'une mini-entreprise qui est mon rôle RH, et mon job à moi, c'est créer de la valeur. Créer de la valeur plurielle pour mes clients. Et mes clients, ça peut être d'autres collègues au sein de l'entreprise. D'ailleurs, tous les leaders de cercle, tous les managers de l'entreprise qui veulent recruter des personnes font bien appel à moi, donc c'est bien mes clients internes. Et je peux aussi ce savoir-faire, cette compétence-là, parce que je suis une professionnelle RH, je peux aussi la mettre à disposition d'autres entreprises que l'entreprise qui m'emploie au jour d'aujourd'hui.